Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le temps du midi. J'espère que vous allez bien, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Voilà, on est très heureux de vous accueillir sur ce webinaire, sur une thématique qui parle à beaucoup d'entre vous, puisque vous étiez plus de 230 à vous inscrire à ce webinaire sur l'alimentation pendant la grossesse et l'allaitement. Voilà, on est très heureux de pouvoir aborder ce sujet avec vous. On a avec nous plusieurs intervenantes qui vont pouvoir mettre à profit leur expertise sur cette thématique. Alors, normalement, vous voyez bien mon écran. Donc, je vais vous présenter justement nos intervenantes. Donc, le thème du webinaire aujourd'hui, c'est quoi? C'est manger pour nourrir, comment les choix alimentaires de la maman vont influencer la composition de son lait maternel. Et donc, nous avons avec nous Nathalie Kerouas. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Pauline, bonjour à tous. Nathalie Carroisse, je suis présidente chez Bleu Blanc Cœur. Merci Nathalie. On a avec nous Céline Richonnet. Bonjour Céline. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Donc moi je suis diététicienne spécialisée dans la pédiatrie. Je suis coprésidente du CEDE, le Club européen des diététiciens de l'enfance, et je consulte à l'Institut Montsouris en maternité. Très bien. Bonjour Ophélie. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Donc moi c'est Ophélie Flagel et donc j'ai eu l'opportunité de participer en tant que maman volontaire au présent projet. Et nous avons avec nous Julie Autier. Julie, bonjour. Bonjour. Alors moi je suis une vieille animatrice en soutien à l'allaitement chez LLL, je suis en retraite maintenant et je suis une jeune diététicienne et puis j'étais aussi une maman allaitante. Eh ben, ça nous fait un beau panel d'experts justement pour répondre à cette thématique de webinaire. Justement, vous l'avez peut-être vu, on a un gros logo qui était affiché à l'écran. Ce webinaire, il est organisé par Bleu Blanc Cœur et sa communauté associative. Alors, qu'est-ce que c'est la communauté Bleu Blanc Cœur? C'est une communauté associative qui fédère plus de 33 000 membres, plus de 33 000 citoyens sur le territoire. Et on en est assez fiers, c'est le plus grand collectif du bien manger et du bien produire. Et on fédère de nombreux profils, comme vous pouvez le voir. On a plus de 25 000 consommateurs, environ 5 000 professionnels de la santé. Et donc, justement, dans cette communauté, vous pouvez nous rejoindre pour nous soutenir, pour soutenir la démarche, mais aussi pour, voilà, si vous avez envie de nous accompagner sur des prises de parole, comme le font Céline et Julie, qui sont ce qu'on appelle les ambassadrices, eh ben, vous pouvez tout à fait voilà, vous joindre à nous et on accueille tout le monde. Voilà. On en reviendra à la fin de ce webinaire. Tout de suite, je vais laisser la parole à Nathalie pour que tu nous présentes la démarche Bleu Blanc Cœur, son socle scientifique, et voilà, et savoir comment est-ce qu'on est venu à publier une étude scientifique sur l'allaitement. Oui, avec plaisir. Merci pour ce webinaire et merci pour votre présence. Bleu Blanc Cœur est une démarche collective de qualité qui, s'attache à améliorer la qualité des modes de production agricole, à la fois la qualité et la diversité des cultures qu'on peut mettre en place dans nos paysages, dans nos sols français, et à améliorer la qualité nutritionnelle de l'alimentation des animaux dans le but d'avoir des produits alimentaires du quotidien qui soient plus denses nutritionnellement, donc avec une meilleure qualité nutritionnelle, mais aussi un meilleur impact environnemental. Donc c'est pour ça qu'en fait Bleu Blanc Cœur s'attache à piloter une meilleure nutrition de l'homme sur des bases scientifiques étayées, d'où cette 6e étude clinique dont on va parler tout à l'heure. Alors Bleu Blanc Cœur, c'est, je l'ai dit, une démarche collective de qualité. On est organisé en SIC, donc société coopérative d'intérêt collectif, et on fédère toutes les parties prenantes de la filière, des agriculteurs, des éleveurs, des transformateurs, des distributeurs, des consommateurs, des professionnels de santé, professionnels de métiers de bouche, donc pour travailler sur justement ce mouvement de construire des référentiels de qualité. Donc c'est bien des référentiels de qualité, des cahiers des charges, comme on connaît plus usuellement, qui vont piloter préférentiellement des obligations de résultats mesurables. Donc, nos cahiers des charges ont pour spécificité d'aller chercher un impact, une amélioration nutritionnelle et d'accompagner l'agriculteur et l'éleveur à changer l'assolement de ses cultures, la diversité et la variété de l'alimentation de ces animaux. Et on va réintroduire des végétaux d'intérêt nutritionnel dans les sols, dans les champs et dans le loge des animaux. Donc, ça va être l'herbe, le lupin, la févrole, la luzerne, qui apportent de la diversité. Donc c'est intéressant parce que finalement, on va varier, diversifier l'alimentation des animaux via ces graines-là. On va aussi limiter un certain nombre de nutriments qu'on juge
non intéressants nutritionnellement. Par exemple, dans tous les cahiers des charges Bleu Blanc Cœur, on interdit l'huile de palme, on limite, voire on interdit le soja importé, qu'on va remplacer par des légumineuses cultivées en France. Quand je parle de légumineuses, c'est bien la luzerne, le pois, le lupin, la févrole. Donc ça va contribuer à diversifier l'alimentation des animaux qui vont en être les premiers bénéficiaires. Donc un des impacts de la chaîne alimentaire, c'est la santé des animaux. Qui vont être en meilleure santé, vont avoir moins besoin du vétérinaire. C'est beaucoup les éleveurs qui nous disent très largement qui partagent ces impacts. Et puis, on améliore aussi leur performance de santé, de fertilité, d'immunité. Et dans le même temps, on améliore aussi la performance environnementale qu'on va mesurer et la nutrition. Et je ne l'oublie pas, la qualité organo et gustative des produits. Donc, c'est vraiment l'esprit des référentiels Bleu Blanc Cœur de remettre en place une chaîne alimentaire vertueuse pour une meilleure densité nutritionnelle, plus de goût et moins d'impact environnemental. Et donc, voici tous les produits Bleu Blanc Cœur qu'on peut retrouver. C'est ça, Nathalie? Exactement. Donc, les produits Bleu Blanc Cœur, ils sont au nombre de 2500. Bleu Blanc Cœur a été créé il y a 25 ans. Donc, depuis 25 ans, on a construit des filières. Aujourd'hui, c'est 2500 produits du quotidien. Des viandes, donc de volaille, de porc, de bovin, de lapin. Ça va être des charcuteries, des produits laitiers, donc le lait, le beurre, les yaourts, des œufs, du pain, donc des produits du quotidien que vous allez trouver dans le réseau, au plus proche du territoire. Donc ces produits Bleu Blanc Cœur, on va les trouver en grande et moyenne surface, dans le réseau des artisans, bouchers, charcutiers, traiteurs, beaucoup en restauration collective, donc dans les écoles des enfants, mais aussi dans les restaurants universitaires, dans les restaurants d'entreprise. Donc, on les trouve assez largement dans tout réseau de distribution. Ils ont la spécificité d'être, je dirais que c'est des produits du quotidien, et un des gros challenges de Bleu Blanc Cœur, c'est qu'ils soient accessibles au plus grand nombre, donc accessibles en termes de diffusion, mais aussi accessibles économiquement. Parce que chez Bleu Blanc Cœur, on est un peu contre l'alimentation à deux vitesses, de se dire finalement l'amélioration nutritionnelle et cette meilleure performance environnementale doivent être disponibles pour le plus grand nombre, ce qui fait qu'on garantit un surcoût sortie ferme maximum de 5%, ce qui fait que pour le consommateur in fine, ce sont des produits très largement accessibles en termes d'impact économique. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais justement d'obligation de résultat. Bleu Blanc Cœur, nous, on a une démarche scientifique assise sur un socle scientifique assez fort. Est-ce que tu peux nous parler justement des études qu'on a déjà publiées et de comment est-ce qu'on est arrivé à cette étude clinique sur l'allaitement? Oui, alors c'est vraiment la singularité de la démarche collective Bleu Blanc Cœur, c'est d'avoir piloté des obligations de résultats nutritionnels. Donc, on va aller pouvoir mesurer dans le produit, donc la viande, le produit laitier, les œufs, que la façon dont on a nourri l'animal ou le sol va avoir des répercussions positives sur la composition nutritionnelle des produits. Donc ça, c'est analytiquement mesurable. Ça fait même partie des plans de contrôle analytique Bleu Blanc Cœur. C'est un peu plus de 4000 analyses nutritionnelles par an sur l'ensemble des produits de la filière Bleu Blanc Cœur. Donc ça, c'est notre plan de contrôle analytique. Et une fois qu'on a mesuré une différenciation nutritionnelle, la démarche Bleu Blanc Cœur, depuis 25 ans qu'elle existe, a voulu aussi démontrer que c'était vertueux pour des performances de nutrition humaine. Et donc, on a un autre actif, 400 études zootechniques. Quand je vous disais que c'était meilleur pour la santé des animaux, pour les paramètres de production, on a travaillé avec des instituts techniques, des agriculteurs, des fermes expérimentales, l'INRAE, qui est très connu, sur des études scientifiques pour montrer que ce mode de production agricole améliorait la santé des animaux, leur performance de production, la qualité de leurs produits, que ces nutriments qu'on pouvait mesurer en quantité plus grande dans les produits Bleu Blanc Cœur résistaient à la conservation, à la surgélation. Donc ça, c'est 400 études scientifiques faites sur l'animal ou sur les filières. On a aussi mis en place des études scientifiques et cliniques. Donc, à notre actif, on en a 6 aujourd'hui, études sur l'homme. On a aussi, et c'est une spécificité aussi de la démarche Bleu Blanc Cœur, fait des études plus fondamentales, c'était la slide précédente, mais sur modèle animal, où effectivement on a fait des travaux de thèse pour essayer de comprendre les mécanismes d'action des oméga-3 qu'on apporte de façon plus importante dans la chaîne alimentaire. Puis on a aussi fait des études sociologiques. Donc c'est vrai que sur nos études cliniques, l'idée de Bleu Blanc Cœur, c'est de démontrer que notre changement de mode de production peut contribuer à une meilleure nutrition de l'homme. Ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est que sur les oméga-3 qu'on apporte par l'herbe, le lupin, la luzerne dans la chaîne alimentaire, c'est important en termes de prévention passive, parce que 98% des Français ne consomment pas la quantité requise en oméga-3.
Et pour en consommer davantage, c'est intéressant de passer par la filière et la chaîne alimentaire, comme il y en a plein dans l'herbe, le lin, le lupin, la luzerne. Si on nourrit nos animaux avec ces végétaux, on va en retrouver dans le produit fini. Est-ce qu'on en retrouve chez l'homme et est-ce qu'il y a un bénéfice santé chez l'homme? C'était l'objet des 6 études cliniques sur lesquelles Bleu Blanc-Cœur a travaillé. Et cette 6e étude clinique dont on va parler aujourd'hui, juste pour l'introduire, c'est une étude sur des femmes enceintes et allaitantes. Alors, c'était important pour nous de travailler sur le modèle lait maternel parce qu'on est vraiment sur des enjeux de prévention santé. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, et je pense que voilà, les professionnels de la santé qui nous accompagnent aujourd'hui vont beaucoup insister sur les 1000 premiers jours de vie de l'enfant. Il est important d'apporter voilà, une alimentation équilibrée avec les nutriments qui vont servir la constitution du cerveau et puis constitution des organes des enfants et des nourrissons. Les oméga-3 sont stratégiques à ce stade-là. C'est important aussi pour nous parce que quand on parle de prévention santé, ça peut plus ou moins nous concerner au quotidien. On s'en rend souvent compte un peu tard que notre alimentation, c'est un levier important de santé. Et finalement, la période de la naissance du premier enfant dans le foyer, c'est un moment où on considère l'alimentation comme prioritaire peut-être par rapport à d'autres critères qui peuvent être souvent la partie économique. Donc, c'était intéressant pour nous de travailler ce lait maternel parce qu'il est aussi le reflet exact de ce que la maman consomme. Donc, si on voulait avoir un modèle opérationnel, c'était intéressant de travailler sur le lait maternel. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette étude-là, elle est inscrite dans un parcours scientifique côté Bleu Blanc-Cœur. Il y a 15 ans, on a travaillé avec un professeur de nutrition, le professeur Gérard Ayot au CNRS à Nice, qui nous avait interpellés en disant qu'il avait constaté que la composition du lait maternel des laits américaines, en l'espace de 50 ans, des années 1950 à 2000, avait très largement évolué, et notamment l'équilibre oméga-6, oméga-3 du lait des mamans américaines avait drastiquement baissé, drastiquement augmenté, avec beaucoup plus d'oméga-6 et moins d'oméga-3. Et il constatait dans le même temps que voilà, les facteurs d'obésité, l'obésité des nourrissons augmentait. Donc, il a voulu essayer de comprendre l'impact de cet équilibre oméga-6, oméga-3 dans le lait maternel et les impacts en termes de santé. Donc, c'est pour ça qu'avec lui, on a mené une expérimentation sur des souris qui avaient consommé un équilibre oméga-6, oméga-3 pas idéal, entre 15 et 20, sachant que l'idéal est de 4, c'est celui que Bleu Blanc-Cœur prône et met en œuvre dans ses référentiels. Et on avait pu démontrer sur des modèles souris que un ratio oméga-6, oméga-3 élevé, donc représentatif de ce qu'on fait aujourd'hui, pouvait avoir un impact sur justement des souris qui naissaient de plus en plus grosses. Donc l'idée, c'était de continuer en disant allons jusqu'à chez l'homme, en mettant en place cette étude clinique et en démontrant que si l'alimentation des mamans est justement équilibrée sur le ratio oméga-6, oméga-3, on peut marquer la composition de l'alimentation de la maman. Et est-ce qu'on va pouvoir le mesurer sur le lait maternel des mamans françaises qui auront consommé Bleu Blanc-Cœur? C'était vraiment l'esprit de cette étude, et de démontrer qu'effectivement, au-delà des choix de consommation des consommateurs, l'agriculteur et l'éleveur avaient un rôle dans cette chaîne alimentaire, dans une logique de prévention passive, de nous apporter les oméga-3 qui sont nécessaires pour la santé future du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. Tout à fait. Merci Nathalie pour ce contexte-là. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est quel est le contexte de l'allaitement en France aujourd'hui, Céline? Alors, on a des données qui datent de 2021, de l'étude Epiphan. C'est les données vraiment de grosses cohortes robustes les plus récentes. Et on sait, donc on était sur une population d'à peu près 3500 mères. Et on sait donc que 58% des mères allaitent au moment de la naissance de l'enfant. Donc plus de la moitié, mais une toute petite part, au-dessus de la moitié. 18% des mères allaitent et proposent également des préparations pour nourrissons, et environ 23% ne proposent que de l'allaitement artificiel. Ce qui fait qu'au global, on peut dire qu'à peu près 41% des enfants à la naissance reçoivent des préparations pour nourrissons, donc 22%, 23% uniquement ça, et 18,5% avec un mixte avec de l'allaitement. Donc c'est un chiffre qui est très bas déjà, 58,6% d'allaitement exclusif à la naissance. Et ce chiffre baisse surtout drastiquement parce qu'en France, on n'a pas non plus de congés maternité et parentaux assez longs. Donc à 2 mois, il n'y a plus que 29,8% des mères qui allaitent exclusivement leur enfant. À 6 mois, ce chiffre tombe à 17,2%.
Donc c'est vraiment une décroissance très rapide, ce qui fait qu'à 6 mois, il y a à peu près 80% des enfants qui consomment du lait artificiel. Or, on sait par les recommandations évidemment que le lait maternel est le lait le plus adapté pour l'alimentation des enfants, au moins jusqu'à 6 mois et même idéalement jusqu'à 1 ou 2 ans. Même si à partir de 4 mois, on peut commencer la diversification, il est important de continuer à allaiter son bébé au-delà de 4 mois, parce qu'on est dans une période extrêmement importante pour la constitution de l'enfant, pour sa santé évidemment actuelle, mais aussi sa santé en devenir qui se construit beaucoup pendant la grossesse, pendant les 2 premières années de vie, et qui va puiser dans les nutriments essentiels, et bien, à la fois le développement cognitif, le développement moteur, mais aussi l'immunité, également le développement de la flore intestinale et du coup la prévention de beaucoup de maladies chroniques et notamment le risque de surpoids, d'obésité, mais aussi de maladies cardiovasculaires ou de diabète en des temps bien plus avancés, c'est-à-dire à l'adolescence et même à l'âge adulte. Donc aujourd'hui, les recommandations, c'est de favoriser, en tout cas d'encourager l'allaitement, et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses recherches sur les 1000 premiers jours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Céline? Qu'est-ce que c'est cette période? Qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, c'est ce que je disais, la période qui couvre en fait la conception de l'enfant, toute la période de la grossesse, mais aussi jusqu'aux 2 ans de l'enfant. C'est vraiment une période critique pour l'exposition de l'enfant, à la fois à des nutriments essentiels pour constituer sa santé et sa croissance, mais aussi face aux toxicités, aux différents toxiques, aux différents polluants environnants. Donc, c'est une période de fragilité très, très importante où on doit vraiment essayer d'optimiser les apports nutritionnels pour l'enfant via le lait maternel et ensuite, via aussi la qualité de l'alimentation qui va être donnée à l'enfant à partir de 4 à 6 mois jusqu'à ses 2 ans. Même si, même toute l'enfance, il est important de faire attention à l'alimentation de l'enfant, mais dans cette période vraiment là, c'est très crucial pour la femme, notamment pendant l'allaitement et pendant la grossesse, de bien faire attention à ses apports alimentaires. Et alors justement, Julie, c'est quoi le rôle précisément, en fait, concrètement, quel est le rôle de l'alimentation, en fait? Alors l'alimentation, c'est, dans le cadre de l'allaitement, c'est déjà assurer les besoins de 2 personnes, donc bien évidemment du bébé, mais de sa maman aussi, donc c'est un peu le prolongement de la grossesse, tout en sachant que et surtout pendant les premiers mois, produire du lait, ça demande encore plus d'énergie qu'à la fin de la grossesse, donc c'est comme le soulignait Céline, c'est vraiment un moment, important. Alors, désolée, je suis un peu émue de prendre la parole. Ceci Problème. étant dit, je voulais dire que, déjà poser que toutes les mamans produisent un lait, de qualité et adapté aux besoins des bébés pour la simple raison qu'en fait, le lait, il a une composition stable. Le lait, c'est toujours, les mêmes quantités de protéines, de glucides. C'est une recette, relativement immuable, c'est-à-dire, c'est comme un autre, on pourrait comparer à un organe du corps. Un os, c'est un os, du lait, c'est du lait. Donc, d'ailleurs, on le dit aussi que l'organisme de la maman va prioriser, parfois puiser dans ses propres réserves, notamment pour le calcium. Donc, le lait, c'est une recette qu'on ne peut pas changer si facilement que ça. Ça assure un aliment de qualité pour le bébé. Et d'ailleurs, on ne sait pas tellement bien le refaire, le lait. On ne sait pas faire un lait synthétique qui soit la réplique de ce qu'on est capable, nous, de produire. Par exemple, les oligosaccharides du lait, c'est pas les reproduire. Ça existe que dans le lait humain. Donc, le lait, il est fabriqué en fait à partir de la circulation sanguine et des réserves de la maman. Donc, les apports sont hyper importants. Cela dit, dans cette stabilité, il y a quelques éléments qui sont dépendants des apports en fait. Alors, je cite comme ça l'iode, la vitamine B12, la vitamine D. Et justement, ce qui nous concerne, les oméga 3 en fait. C'est un composant qui peut évoluer, sur lequel on a une marge de manœuvre aussi, on peut le voir de cette façon-là. Et en regardant, au même titre qu'on peut faire une prise de sang en fait, pour voir son état, on peut faire une prise de lait. Donc c'est ce qu'on a fait ici, et pour constater en fait qu'il y a des variations assez importantes selon les apports maternels. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y a des bénéfices justement qui sont avérés sur l'allaitement? Est-ce que tu peux nous en parler, Julie? Ah oui, alors ça c'est quelque chose que plus personne va remettre en question en fait, donc je vous laisse observer la slide. Moi je dégage en fait 3 grandes familles de bénéfices. Alors il y a tous les bénéfices, qu'on pourrait qualifier de chimiques, par exemple tout ce qui concerne, les éléments bâtisseurs du lait. Donc on a parlé des oligosaccharides, du calcium. Alors ça c'est
la nutrition en quelque sorte. Il y a le côté affectif, le côté du lien, parce que quand on allaite son bébé, eh ben, c'est le contact déjà. C'est au même titre que l'alimentation, en fait, c'est un vecteur de convivialité. Ben, un repas, on sait que c'est pas que des nutriments. L'allaitement, c'est aussi c'est de la tendresse, c'est le lien affectif qu'on tisse avec son enfant. On s'en nourrit tout autant, en fait. Et alors, qui n'est pas précisé dans la slide et que je rajoute et qui est hyper important, l'allaitement, c'est hyper important pour le développement orofacial parce que, en fait, on parle de manger, bouger, mais l'allaitement, c'est aussi bouger. C'est une forme de sport, c'est une gymnastique, en fait, de toutes les structures de la face. Ça va structurer la bouche du bébé. Donc, l'allaitement, c'est vraiment important à favoriser pour ça. Et ce que je trouve important de souligner aussi, c'est que il ne faudrait pas qu'une recommandation soit quelque chose de nature à brimer l'allaitement, à ce que les femmes se sentent culpabilisées. Ça, c'est une notion qui revient souvent quand on parle d'allaitement, c'est quand on dit aux gens comment faire, comment bien faire. Il faut être attentif à formuler le message de façon en fait à ce qu'il soit quelque chose qui puisse être saisi par les gens pour en faire quelque chose de bien et notamment pour poursuivre l'allaitement, pas pour accabler les gens. Voilà, je voulais le souligner. Merci Julie. Et donc concrètement, vers qui on peut se tourner si on veut avoir des conseils sur l'alimentation pendant la grossesse, pendant l'allaitement, après l'accouchement, voilà, vers qui on peut se tourner? Eh bien, on peut se tourner vers les pros de santé, on peut se tourner vers sa sage-femme, son obstétricien. Spécifiquement concernant l'allaitement, il y a les consultantes en lactation. Ce sont des professionnels de santé qui ont reçu une formation spécifique à la lactation humaine et elles ont une certification. Et sinon, il y a les bénévoles, comme j'ai fait. Pour être bénévole, Leche League, c'est l'association où moi j'ai été. Il y a une des conditions, c'est d'avoir soi-même allaité et de correspondre à la philosophie de l'association, qui est une philosophie de bienveillance et d'acception de tous les projets, en fait. Donc, oui, vous pouvez venir nous voir. Et donc Céline, toi tu es diététicienne. Peut-être que tu pourrais justement nous faire part du rôle de diététicienne et diététicien pendant cette période-là. En Est-ce qu'on fait, peut se faire suivre? on ne voit pas beaucoup de patientes allaitantes en dehors d'une pathologie et c'est bien dommage parce que finalement, la majorité des cas où les patientes consultent pendant la lactation, c'est quand il y a un problème de santé. Mais évidemment, enfin, ça peut être très intéressant pendant l'allaitement de se tourner vers un diététicien, une diététicienne diplômée pour avoir des conseils spécifiques sur l'alimentation. La majorité des mutuelles remboursent au moins une consultation dans l'année, même plusieurs, en général 3 ou 4. Et je trouve que la grossesse comme l'allaitement est vraiment un moment sensible où il peut être intéressant de se tourner vers un pro de santé comme un diététicien, diététicienne pour avoir des conseils vraiment précis sur ce qu'on peut mettre en place et qui, en général, je trouve, reste le reste de la vie. J'ai remarqué chez les patientes, c'est un moment où on a envie de faire plus attention à soi, où on a quand même conscience de l'importance de ce qu'on mange pour la constitution de son bébé pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Et les bonnes habitudes qu'on peut prendre à ce moment-là, souvent, elles vont rester, elles vont s'inscrire dans les nouvelles habitudes familiales et elles peuvent même être transmises aux enfants. Donc, c'est le moment, je trouve, idéal pour consulter en dehors d'une pathologie, pour refaire un bilan de l'alimentation et retrouver des nouvelles idées, des nouvelles routines et ajuster son alimentation pour, j'ai envie de dire, pour l'avenir de toute la famille finalement. Et donc justement, Céline, on va profiter que tu sois là, puisque tu es diététicienne, donc tu vas pouvoir peut-être répondre à notre question. Comment est-ce qu'on fait pour bien manger pendant l'allaitement? Alors, pendant cette intervention, moi, je vais me focaliser sur les oméga 3. Je ne peux pas faire une consultation complète de tous les nutriments. Mais bon, déjà, il y a les recommandations du PNNS pour le grand public et pour les femmes allaitantes qui sont à rappeler et qui sont vraiment très étayées scientifiquement suite aux travaux de l'ANSES. Donc, j'invite vraiment les mamans qui nous écoutent ou futures mamans à consulter ces documents généraux qui donnent vraiment des informations larges. Moi, je vais me concentrer aujourd'hui sur les oméga 3 parce qu'il y a évidemment un rapport avec la filière bleu blanc cœur et avec l'étude qu'on présente aujourd'hui. Et ces oméga 3, ils sont vraiment une grande spécificité du lait maternel humain. Ils sont beaucoup, beaucoup plus importants que dans le lait des animaux et c'est une des raisons, loin d'être la seule, mais une des raisons pour lesquelles on conseille vraiment l'allaitement maternel, c'est que le lait est capable de s'ajuster pour répondre vraiment aux besoins de l'enfant. Typiquement, entre un lait de début de tétée et de fin de tétée, la proportion de nutriments ne va pas être tout à fait la même. Et entre le lait le jour de l'accouchement et un lait 15 jours plus tard ou un lait à 2 mois, il va y avoir aussi une maturité du lait maternel et notamment une proportion de lipides
qui peut monter jusqu'à 45 grammes par litre. C'est énorme, c'est bien plus important par exemple que chez la vache, où là on va avoir beaucoup plus de protéines parce que la vache doit rendre son veau fort, puissant, et il doit devenir une vache ou un taureau. Eh bien nous, la spécificité de l'humain, c'est de développer le cerveau. Et donc on a dans notre lait maternel des nutriments essentiels qui sont les lipides, qui vont venir nourrir le cerveau. Le cerveau d'un bébé, pour vous donner une idée, à la naissance, c'est à peu près 300 grammes. À l'âge de 1 an, c'est 500 grammes. Donc il va quasiment doubler, et il va doubler quasiment qu'avec du gras. Donc il faut amener du bon gras pendant l'allaitement pour bien constituer ce cerveau. Et les acides gras qui sont particulièrement intéressants pendant l'allaitement, c'est ces fameux oméga 3. Ces oméga 3, donc, ils vont évidemment participer à la construction du cerveau, mais ils permettent aussi le développement cognitif, donc le développement du langage, l'acuité visuelle. Il y a des études assez bien menées qui ont montré l'impact positif d'un apport en oméga 3 adéquat pendant l'allaitement, avec de la mémorisation, le repère spatio-temporel, mais aussi les capacités de langage d'un enfant à l'âge de 2 ans. Globalement, ça va aider au développement de l'ensemble du système nerveux, et c'est crucial parce que Nathalie le rappelait tout à l'heure, elle parlait de 98% des Français qui n'ont pas un apport adéquat en oméga 3. Quand on regarde juste les femmes allaitantes, c'est 99%, donc c'est exactement la même chose. 99% des femmes aujourd'hui qui allaitent n'ont pas des apports satisfaisants en oméga 3, et c'est vraiment dommage quand on voit l'impact de ces oméga 3 sur le développement du système nerveux, mais aussi sur la rétine, sur l'immunité, et également sur la prévention de l'obésité infantile, puisque ces oméga 3 consommés par les bébés vont aller se stocker dans le tissu adipeux et vont avoir un impact positif sur la prévention de l'obésité infantile. Du coup, tu peux passer à la diapositive suivante. Ces oméga 3 du lait, en fait, ils proviennent évidemment de l'alimentation de la maman directement, c'est très logique, mais il faut avoir en tête qu'ils proviennent aussi à 60% des réserves de la maman. Donc, quand on prend du poids pendant la grossesse, et notamment beaucoup au niveau des hanches et au niveau de ce qu'on appelle la culotte de cheval, ce sont des réserves graisseuses qui sont constituées pendant la grossesse et qui vont être mobilisées pendant l'allaitement au bénéfice du bébé. Et donc ces réserves graisseuses, eh bien, il faut déjà les optimiser. Et donc s'il y a des femmes qui nous écoutent qui sont durant leur grossesse et pas encore pendant l'allaitement, elles sont déjà en fait en train de préparer la qualité du lait qu'elles vont fournir à leur bébé, puisque en fonction de la qualité des lipides qu'on va mettre dans ces réserves graisseuses, ce sont ces lipides-là qui vont se mobiliser au moment de l'allaitement. Donc en gros, l'alimentation pour avoir un lait optimisé en oméga 3, même si dans tous les cas, il est important d'allaiter, même si on n'a pas fait un bon régime spécifique sur les oméga 3, il est toujours intéressant d'allaiter, tous les laits sont intéressants. Mais si on a envie d'aller un petit peu plus loin et d'optimiser ses apports, eh bien, il faut faire attention à son alimentation pendant la grossesse et pendant l'allaitement en favorisant les sources d'oméga 3. Donc, tu peux passer à la diapositive suivante. Les sources d'oméga 3, ça va être surtout, on va le voir, les poissons, les huiles, et puis les fruits à coque et les produits les produits des animaux qui sont nourris par ces biais-là. Donc, si on s'intéresse aux poissons, ce que recommande aujourd'hui le Haut Conseil de santé publique, c'est au moins 2 poissons par semaine chez la femme enceinte et la femme allaitante. Donc, c'est une habitude qu'on peut prendre dès la grossesse et qu'on peut continuer, avec au moins un poisson blanc et un poisson gras. Donc, les poissons gras, c'est eux qui vont être des sources intéressantes d'oméga 3. Les poissons gras, ça va être la sardine, le hareng, le maquereau, l'anchois, le saumon, le thon. Et donc, toutes les semaines, on doit essayer d'avoir au moins un poisson gras et un poisson maigre minimum. On peut même en consommer davantage si on n'a pas envie de consommer trop de viande. Et donc, on peut penser à différentes formes. Je vous ai mis des exemples comme des petits lardons de saumon dans les salades, dans les quiches, des rillettes de sardines maison avec du fromage à tartiner écrasé avec des sardines. Ça peut être du hareng pomme à l'huile avec une huile de colza, des sardines et des maquereaux qu'on peut consommer en conserve. Et dans ce cas-là, il vaut mieux les préférer au naturel ou dans une huile de colza, parce qu'en fait, l'huile de colza contient naturellement des oméga 3. Et donc, les poissons qui vont être stockés dans l'huile de colza dans cette conserve ne perdront pas leurs oméga 3 dans l'huile. Parce que si on a une autre huile, les oméga 3 du poisson risquent de se retrouver dans l'huile qu'on ne consomme pas. Ça veut dire aussi qu'il faut faire attention aux sources de lipides qui sont déjà trop importantes dans l'alimentation. Nathalie nous parlait tout à l'heure des oméga 6. Les oméga 6, c'est une autre famille d'acides gras. Je ne vais pas rentrer dans les noms chimiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on consomme beaucoup trop d'oméga 6 naturellement, spontanément dans notre alimentation. Le rapport oméga 3 sur oméga 6, il n'est pas bon du tout aujourd'hui parce qu'on a tendance à consommer trop d'huile de tournesol pour les vinaigrettes, mais aussi pour les préparations. Et puis, on a tendance à consommer trop d'animaux qui ont mangé du soja, du maïs, du tournesol. Du coup, dans le fromage, dans les produits laitiers, dans les viandes,
dans les œufs de ces animaux, eh ben, on va retrouver trop d'oméga 6. C'est le contexte actuel. On a une consommation trop importante d'oméga 6. Donc, pendant la grossesse et l'allaitement, il faut essayer de limiter les poissons panés, les nuggets de poisson, qui souvent sont frits dans des huiles justement qui ne vont pas apporter d'oméga 3 et qui vont être beaucoup moins intéressants en termes de rapport protéines sur lipides, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup trop de gras et finalement les protéines ne seront plus suffisantes en proportion, et puis on va ramener encore des oméga 6. Et puis enfin, je fais un petit aparté pour le thon. Vous avez beaucoup entendu dans les médias que le thon est très décrié. C'est un poisson prédateur qui arrive en fin de chaîne alimentaire, donc qui accumule un peu tous les polluants. Donc, du coup, chez la femme enceinte, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation officielle de limiter le thon, mais on peut se dire qu'il est de bon sens en prévention de ne pas en consommer trop souvent. Donc, moi, en général, je recommande à mes patientes d'en consommer une fois toutes les 3 semaines. C'est-à-dire qu'on a au moins un poisson gras par semaine. On peut faire le saumon une semaine, on peut faire les sardines une autre semaine, on fait du thon, puis après on change, on prend du hareng, du maquereau, de l'anchois, etc. pour pas avoir une exposition au thon qui soit trop quotidienne dans la semaine. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui il n'y a pas de recommandation officielle, mais je trouve qu'il est de bon sens de parler d'une certaine limite. Diapositive suivante, on peut aussi faire attention à la qualité des viandes, puisque je vous ai dit, les viandes, c'est une source importante d'oméga 6 qui, s'ils sont là en proportion trop importante, ne vont pas être bons par rapport aux oméga 3, parce qu'en fait, les oméga 6 et les oméga 3 utilisent la même voie métabolique. Donc, en fait, ils rentrent un peu en concurrence. Si on a trop d'oméga 6, on n'arrive plus à transformer correctement ces oméga 3, donc c'est quand même dommage. Et là, du coup, on peut se tourner vers les recommandations là aussi du Haut Conseil de santé publique. Donc, des viandes riches en fer, notamment du bœuf, du veau et du canard, c'est intéressant au moins 2 fois par semaine. L'idée, c'est de ne pas consommer plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, mais d'en consommer 2 fois, c'est plutôt recommandé. Après, il est possible néanmoins d'avoir une grossesse ou un allaitement sans viande rouge et de se tourner uniquement vers des volailles, des poissons et des œufs. C'est tout à fait possible. Il est recommandé pour ces volailles d'aller plutôt idéalement sur des filières de type bleu blanc cœur, parce que ça va optimiser le profil des acides gras des blancs de poulet ou de la dinde. Pour les charcuteries, je recommande plutôt le jambon blanc ou le bacon qui sont moins gras et qui ne posent pas de problème de risque sanitaire en général quand ils sont dans des filières bien construites et ayant pignon sur rue. On recommande néanmoins un maximum de 150 grammes par semaine. Les charcuteries ne sont pas les sources de protéines les plus idéales. C'est assez salé néanmoins. Donc voilà, plutôt jambon blanc et bacon, mais pas tous les jours. Et pensez aux œufs. Les œufs, c'est vraiment intéressant. Ce sont des protéines d'une excellente qualité. La protéine de référence, c'est la protéine de l'œuf, je le rappelle. Il faut bien sûr les faire bien cuire, mais on peut en consommer au moins 6 par semaine sans problème. Les prendre durs en entrée, dans des salades, en omelettes brouillées. Voilà, pochés mais bien cuits. Et puis pensez aux œufs aussi qu'on peut intégrer dans les préparations, notamment dans des crêpes, la pâte à crêpes, dans des flancs, dans des crèmes caramel. Là aussi, prendre des œufs issus de la filière bleu blanc cœur, je trouve que c'est optimiser le profil en acides gras de ces œufs, donc c'est toujours intéressant. Et puis en général, je trouve que les œufs, ce n'est pas un aliment qui coûte très cher, donc on peut les choisir bio. Ils sont plus accessibles économiquement que certains autres produits. Et puis donc, pour garder une bonne qualité de protéines et de viande, eh bien, c'est un peu comme tout à l'heure avec les nuggets de poisson. On va éviter évidemment les saucisses, les nuggets, les cordons bleus, les tenders, les lardons très gras. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut reconsommer à la fin de l'allaitement, évidemment. Mais pendant l'allaitement, c'est quand même dommage d'en consommer trop souvent quand on pense aux bonnes qualités de viande qu'on peut trouver pour transmettre à son bébé. Diapositive suivante. Si on regarde du côté des matières grasses, alors on me pose souvent la question du beurre. Le beurre, il n'y a pas de souci à en consommer tant qu'il est cru. On peut consommer 10 grammes par jour, par exemple, au petit déjeuner. Là aussi, moi, je recommande plutôt des beurres issus des filières bleu blanc cœur pour avoir un profil d'acide gras qui est plus intéressant. Mais en tout cas, on peut garder du beurre cru tous les jours, pendant l'allaitement, pendant la grossesse. Il n'y a aucun souci. Excusez-moi. Pour l'assaisonnement, alors ce qui est le plus recommandé, on a beaucoup parlé de l'huile d'olive pendant des années, c'est pas mal l'huile d'olive, mais c'est pas la plus. Aujourd'hui, les études ont progressé et on sait que l'huile d'olive pour la cuisson, c'est super, mais pour les crudités, il y a encore mieux. C'est l'huile de noix, c'est l'huile de lin ou l'huile de colza. Donc ces huiles-là sont particulièrement intéressantes parce qu'elles vont apporter des oméga 3 et sont vraiment idéales à utiliser crues en assaisonnement au quotidien. Une cuillère à soupe dans chaque salade, c'est tout à fait intéressant toute la journée. Pour les produits laitiers, chez la femme enceinte, la femme allaitante, on recommande 2 à 3 produits laitiers par jour. Donc, une portion de produits laitiers, c'est par exemple 150 ml de lait, 125 g de yaourt ou de petit suisse ou de fromage blanc.
Et puis une portion de 30 grammes de fromage qu'on peut prendre au quotidien sans problème. Attention à l'accumulation des fromages sur la journée. Si on en met déjà râpé sur des gratins ou dans des préparations, ça compte déjà pour une portion et c'est pas la peine de reprendre une portion en plus après en fromage de plateau. Là aussi, les fromages issus des filières bleu blanc cœur sont intéressants pour optimiser le profil en acides gras. Et puis ce qu'on va limiter en termes de matière grasse, c'est les fritures, les pâtes à tarte. Certaines pâtes à tarte sont notamment à l'huile de palme. C'est quand même dommage, donc prendre plutôt des pâtes avec des bonnes qualités de matière grasse. On trouve maintenant des gâteaux, des plats cuisinés, des viennoiseries, des biscuits qui sont préparés avec de l'huile de colza. Donc c'est intéressant de regarder les listes d'ingrédients pour voir la qualité des matières grasses qui sont dedans, et notamment pour tous les produits industriels. Et puis quand on fait des gâteaux maison, il y a pas mal de recettes maintenant avec de l'huile de colza et ça peut être intéressant. Un petit point de vigilance peut-être sur l'huile de coco qui est beaucoup à la mode et qui est très bien vue dans beaucoup de recettes et qui pourtant est très saturée. Franchement, on ressemble presque à du monoeil, donc il n'y a pas forcément d'intérêt, si on a envie d'aller sur une matière grasse, d'aller forcément sur de la coco pour la cuisine des gâteaux. Et puis du coup, dernière slide, je crois. Je rappelle aussi qu'il y a une petite poignée par jour d'oléagineux qui est recommandée, donc tous les fruits à coque, noix, noisettes, pistaches, amandes, bien sûr non salées, hein, je ne parle pas des préparations pour apéritifs, mais vraiment de les prendre non salées, c'est vraiment intéressant. On peut y penser on peut en mettre un peu dans les salades, on peut en mettre dans des cookies maison, on peut en mettre dans un fromage blanc ou dans une faisselle, dans des petits Suisses, pour agrémenter un petit peu le laitage nature avec quelques fruits frais, et puis éventuellement un petit peu de miel. Mes préférées, c'est les noix. Clairement, les noix, elles sont encore plus intéressantes que les amandes. On a souvent en tête que les amandes sont la source d'oméga 3. En fait, non. La meilleure source d'oméga 3, c'est vraiment la noix et l'huile de noix. Dans une poignée d'amandes, on a 100 mg d'oméga 3. Dans une poignée de noix, on a 2500 mg d'oméga 3. Donc, vous voyez, le compte est vite fait. Après, on peut évidemment varier d'une journée à l'autre et c'est important de changer dans son alimentation, d'avoir une alimentation variée pour pas qu'elle soit routinière et pour continuer à en consommer. Mais c'est vrai que la noix est particulièrement indiquée pendant l'allaitement. Je crois que c'était ma dernière slide. C'était la dernière slide. Merci Céline, c'était très très complet et je pense que tu as pu répondre à de nombreuses questions qu'on se pose toutes et tous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a accès à de nombreuses informations, de nombreux conseils. Je pense aux réseaux sociaux, à la famille qui peuvent nous donner aussi des conseils sur l'alimentation pendant la grossesse. On peut être inondé d'informations. Comment est-ce qu'on fait pour garder l'esprit critique, pour s'assurer que cette information, elle est fiable, Julie? Alors déjà, je voudrais rappeler que toutes les cultures du monde édictent des règles, des normes. La nôtre, elle fait pas exception en fait. Alors, comme tu le dis, le canal maintenant, il peut être numérique. Alors pendant des années, en fait, c'était la belle-mère, le voisin, le coiffeur qui donnait son avis d'ailleurs sur le parentage de façon générale. Et donc, c'est une forme de culture aussi, donc toutes les cultures se préoccupent des mamans et de la façon dont elles nourrissent les enfants. Et c'est pas toujours, des choses infondées d'ailleurs. En tout cas, c'est une attention particulière qui est apportée à ce sujet. Et même parfois, ça va jusqu'à des tabous, à recommander d'éviter même certains comportements qui feraient tourner le lait. Enfin, vraiment, je pense que de tous les sujets de santé, l'allaitement, c'est une convergence de. Ça peut vraiment être un sujet où on entend beaucoup de choses erronées. Voilà, je le dis avec tact. On peut en rire, hein. Souvent, entre mamans allaitantes, on se réunit et on dit, vous savez pas ce qu'on m'a dit. Voilà, donc, parce que c'est pesant. Il faut savoir que pour une femme, ça peut être vécu comme une injonction. Alors parfois, on est à mi-chemin entre l'information et l'injonction. Alors, pour répondre à ta question, comment démêler tout ça? Parce que entre les gens bien intentionnés, les informations, je pense que déjà, on a une probabilité de ne pas être désinformé, c'est quand on prend ses sources auprès des professionnels de santé. Ça a l'air bête à dire comme ça, mais normalement, on a une formation qui nous prémunit de dire trop d'âneries, on va dire. Après, pour reparler des réseaux sociaux, tous les messages à la sensation, comme ne faites pas ci, ne faites pas ça, avec des formulations très effrayantes, par exemple, les top 10 des choses à pas faire. Bon, ça c'est une forme qui peut indiquer que, attention, quoi, là peut-être qu'on est en train d'essayer de t'amener sur quelque chose, de faire peur, par exemple. Donc, quels aliments sont sujets à ces croyances? Et ben moi, par exemple, à LLL,
à toutes les fêtes de Noël, on a des mamans catastrophées qui nous disent: «Au secours, j'ai mangé du persil, avec mes escargots, ça va tarir ma lactation». Donc on les rassure: «Non, il faudrait vraiment manger des brouettes et des brouettes». Il y a plein d'aliments dont on dit aux femmes, de les éviter, le chou, les oignons et alors plus récemment, le lait de vache dont on dirait qu'il peut provoquer des RGO et en fait tout ça, mais ça dépend, des individualités. Donc une fois de plus, il faut pas prendre, toutes ces choses comme argent comptant. Si je peux laisser en fait sur un message sur, parce que comment s'orienter et comment naviguer là-dedans, bah, c'est pas évident et en fait, nous les professionnels de santé, on a ce tort qu'on délivre un message qui est pas sexy, qui est pas attractif, parce qu'en fait, on a un message d'équilibre, on a un message de bon sens qui donne plus tellement envie aux gens, à entendre en ce moment et pourtant, quand on délivre un message de manger de tout, en quantité raisonnable, en faisant attention à la qualité et en se faisant plaisir, sans être trop dans la restriction, je pense qu'on n'a pas trop de chance de se tromper, en fait. Voilà. Merci Julie. Alors Nathalie, du coup, on parlait au tout début du webinaire de cette étude clinique sur l'allaitement. Est-ce que tu peux nous présenter justement les objectifs de cette étude? Qu'est-ce qu'on a cherché à mesurer et comment elle s'est déroulée? Ouais, l'idée de l'étude, c'était vraiment de mettre en valeur le mode d'alimentation des animaux sur la composition nutritionnelle des viandes, des produits laitiers, des œufs, et donc de le tester sur une population de mamans enceintes qui avaient pour projet d'allaiter. Alors j'insiste sur la composition alimentaire des produits animaux, parce que c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, Bleu Blanc-Cœur, c'est la seule démarche qui a une amélioration nutritionnelle avérée. Donc quel que soit le mode de production agricole, alors il y a plusieurs systèmes de production, conventionnels, bio, plein air, enfin on peut avoir des choses. Je dirais que la spécificité de Bleu Blanc-Cœur, c'est vraiment de donner cette garantie nutritionnelle et elle est très distinctive par rapport à tout autre mode de production. Donc l'idée de cette étude-là, c'était d'aller le démontrer. Donc avec du coup toutes les parties prenantes et les partenaires de l'étude, le CHU, Centre hospitalier de Rennes, était l'investigateur principal. À côté, il y avait des scientifiques de l'INRAE, du CNRS, donc les équipes de Bleu Blanc-Cœur bien évidemment. Donc il y a deux groupes de mamans qui ont été recrutées au niveau du centre hospitalier de Rennes. Théoriquement, c'était 40 femmes dans chacun des groupes, un groupe Bleu Blanc-Cœur, un groupe conventionnel. Donc, in fine, dans l'étude, puisque l'allaitement s'est très bien passé dans cette étude-là, on a fini avec 30 mamans dans le groupe témoin et 28 dans le groupe Bleu Blanc-Cœur. Donc, l'idée, c'était voilà, d'intégrer ces mamans dans le protocole de recherche clinique au 3e trimestre de grossesse jusqu'à 45 jours après la naissance du bébé. Donc, les mamans ont suivi des recommandations alimentaires, donc pilotées par des diététiciennes et des professionnels de la santé au niveau du CHU de Rennes, qui étaient strictement équivalentes en termes de consommation alimentaire, de variété, de diversité au niveau des menus. Donc elles mangeaient la même chose. La seule chose qui évoluait, c'était l'origine de Bleu Blanc-Cœur, enfin donc de l'alimentation des animaux, Bleu Blanc-Cœur ou conventionnel. Donc c'était vraiment la seule variable de l'étude qui était testée. Donc c'est très original parce qu'on allait mesurer donc les mamans, à la fin de l'étude, à 21 jours après la naissance du bébé et 45 jours, ont prélevé du lait maternel et aussi des selles du bébé, donc voilà, pour mesurer l'évolution du microbiote du bébé. Et donc c'est vraiment ça qu'on a suivi. Donc l'idée, c'était de pouvoir mesurer l'impact d'un changement de ration sur l'animal, donc l'animal qui avait servi à nourrir la maman, et de voir en quoi on pouvait mesurer sur la composition du lait des mamans ou du microbiote du bébé une évolution et un impact. Donc les produits, les aliments, c'était des produits du commerce, des produits conventionnels. En l'occurrence, c'était la coopérative U qui avait fourni le lait, les yaourts, les viandes, les œufs, le pain aux mamans. Elles étaient livrées à domicile pour les mamans Bleu Blanc-Cœur, et puis les mamans qui étaient dans le groupe conventionnel recevaient des bons d'achat équivalents pour aller acheter des produits conventionnels dans le commerce. Et voilà le protocole de l'étude. Donc c'était vraiment un suivi d'une recommandation alimentaire au moment du dernier trimestre de grossesse jusqu'à 45 jours après la naissance du bébé. Et on a demandé aux mamans de prélever du lait et des selles du bébé et de manger, je dirais, confortablement des produits Bleu Blanc-Cœur ou conventionnels. Et justement, Ophélie, toi, tu as fait partie du groupe Bleu Blanc-Cœur. Tu as mangé des produits Bleu Blanc-Cœur pendant ta grossesse. Pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à l'étude? Est-ce que tu avais déjà envie de changer ton alimentation? Est-ce que tu étais sensible à ce sujet?
Oui, je suis sensible au quotidien au bien manger et donc voilà, j'ai eu l'opportunité par le biais d'une communication publique de voir qu'il y avait une étude en cours sur l'allaitement maternel sur la ville de Rennes. Donc voilà, j'ai vu une opportunité d'être actrice sur le développement des connaissances sur l'importance et l'impact de l'allaitement maternel sur le développement du fœtus et plus largement sur le nourrisson et même comme on voyait tout à l'heure au plus long cours, même jusqu'à l'âge adulte du bébé. Et par la même occasion aussi de pouvoir en bénéficier en tant que maman enceinte puis allaitante. Et donc, du coup, tu as consommé les produits Blanquer, tu avais une grille, c'est ça, de consommation hebdomadaire des produits. Est-ce que tu Oui. peux nous présenter les produits que tu as mangés? Oui, oui, oui. Du coup, oui, j'ai eu la chance, voilà, j'avais une préférence en tout cas pour d'être tirée au sort dans le groupe Bleu Blanc Cœur, donc c'est ce qui s'est fait. Et donc, les magasins U livraient toutes les semaines à mon domicile une diversité de produits, donc comme on peut, enfin, illustre les slides. Donc, il y avait de la crème, il y avait de la viande, donc avec saucisses, viande hachée, du poulet, il y avait des pâtes, il y avait des yaourts, il y avait même des crèmes brûlées, donc il y avait aussi voilà, des aliments plaisir. Voilà, donc qui couvraient les besoins alimentaires du foyer. Donc, il y avait la maman, mais aussi les habitants du foyer. Tout à fait. Et donc, du coup, tu as envoyé ton lait maternel pour faire analyser. Et donc, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on retient de cette étude? Voilà, quels sont les résultats clés de l'étude? Oui, alors je vais présenter les résultats bruts et puis je pense que Céline va commenter toute la pertinence de ces résultats juste après moi. Donc, juste pour dire que finalement, dans cette étude clinique, on avait un critère principal de jugement, donc c'est-à-dire un marqueur qui était principal et prioritaire, c'était l'évolution de la composition du lait des mamans en oméga 3. On l'a rappelé tout à l'heure de l'importance voilà, de passer par l'alimentation des mamans pour marquer le lait en oméga 3. Et donc, avec ce protocole de recherche, quand les mamans ont consommé des menus bleu blanc cœur versus conventionnels, on a vu une différence dans les deux groupes. Et cette différence, elle était hautement significative et importante parce qu'on avait 75% d'oméga 3, donc le précurseur de la famille des oméga 3, parce que les oméga 3, c'est une famille. On avait plus 75% d'acide alpha-linolénique, le précurseur des oméga 3, dans le lait des mamans du groupe bleu blanc cœur versus le lait des mamans du groupe conventionnel. Et sur toute la famille des oméga 3, c'était 52% d'oméga 3 de plus dans le lait des mamans bleu blanc cœur versus les mamans conventionnelles. Donc il y avait un effet vraiment significatif de la façon dont on avait nourri les animaux, qu'on servait à nourrir les mamans sur la composition du lait maternel. Donc ça, c'était le critère principal de l'étude. L'étude a marché ou pas marché. En l'occurrence, elle a très bien marché. Et ces chiffres sont significatifs. Significatif, ça veut dire qu'on a peu de chance. Enfin, ils étaient hautement significatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chance de se tromper et de conclure qu'on a pu enrichir le lait des mamans via l'alimentation des animaux. Donc ensuite, il y avait des critères secondaires dans l'étude. Donc on a voulu mesurer un certain nombre de marqueurs associés à l'amélioration lipidique du lait maternel. Donc notamment des marqueurs de l'immunité. On voyait la teneur en insuline qui a augmenté, en certaines immunoglobulines qui ont augmenté de façon significativement également. De la même manière, les profils en oligosaccharides, et je pense que là, Céline va nous présenter tout l'intérêt, ont évolué positivement. Donc ça, c'est les compositions du lait maternel. Donc c'est vraiment chouette de voir qu'un petit impact très en amont de la chaîne alimentaire pouvait marquer de façon très large la composition du lait maternel. J'en reviens à l'introduction sur justement ce lait maternel qui est très dense et donc de pouvoir mesurer plusieurs critères et plusieurs évolutions, c'était très significatif pour nous. Et sur les prélèvements de sel du bébé, donc la mesure du microbiote, on a pu aussi mesurer une augmentation significative de la diversité du microbiote du bébé, 17% de diversité en plus dans le microbiote du bébé. Donc c'était un marqueur assez exploratoire, mais qu'on a pu marquer positivement. Donc ces résultats sont pour nous très importants parce que voilà, on démontre que par la chaîne alimentaire, on peut avoir des impacts très positifs sur notre alimentation et des paramètres de santé derrière.
Céline, je te laisse prendre la parole peut-être pour nous expliquer concrètement qu'est-ce que ça signifie ces résultats et voilà, expliquer par exemple les oligosaccharides, peut-être que ça parle pas à tout le monde. Oui, redire quand même que c'est important d'avoir ce type de résultat parce qu'on pressent bien intuitivement que, vous savez, le concept One Health, c'est-à-dire que la qualité de ce qui pousse et la qualité de ce qui est mangé par les animaux et les animaux qui sont mangés par les humains, c'est un cercle, enfin, c'est un cycle complet. Et là, je trouve que ça démontre vraiment, avec des chiffres et avec une méthodologie robuste, qu'il y a vraiment un impact entre la qualité de ce qu'on va mettre sur les sols et de ce qu'on va donner à manger aux animaux et du coup le devenir de l'enfant, parce que là on se parle vraiment de ça. Quand on voit les taux d'oméga 3 bien majorés dans le lait maternel, c'est vraiment un cadeau qu'on fait à l'enfant pour l'avenir et ça se joue à ce moment-là. Ça, c'est une étape cruciale qui ne va avoir lieu qu'à ce moment de la vie. Et donc les HMO, effectivement, pour revenir dessus, c'est un nom un peu compliqué, mais ce sont les oligosaccharides du lait humain. Julie en a parlé tout à l'heure. L'humain a cette spécificité de fournir dans son lait tout ce qu'il faut pour bien installer la flore intestinale de l'enfant. Et alors, il y a à la fois dans le lait des bactéries, et c'est très bien, c'est très sain, ça vient s'installer dans le microbiote, dans l'intestin de l'enfant, mais il y a aussi les substrats de ces bactéries, c'est-à-dire ce qu'il leur faut à manger. Et en l'occurrence, les HMO, ce sont des oligosaccharides qui ne sont pas digérés par l'enfant, qui se retrouvent intacts au niveau de son intestin et qui viennent nourrir la flore intestinale qui est en train de s'installer chez l'enfant. Donc c'est là aussi, c'est le moment où il faut apporter ces oligosaccharides. Donc en gros, le microbiote intestinal, donc je rappelle, c'est les 1 à 2 kilos de bactéries, virus, parasites, etc., qui peuplent notre intestin, qui sont absolument fondamentaux. On parle de l'intestin comme un deuxième cerveau. Il y a des interactions dans absolument tous les domaines, mais notamment dans l'allergie, la prévention de l'allergie, dans l'immunité, dans le développement des capacités cognitives de l'enfant, dans la prévention du surpoids ou de l'obésité. Enfin, on sait aujourd'hui qu'il y a une véritable symbiose et que c'est fondamental de prendre soin de l'intestin et du microbiote. Ce microbiote intestinal, il démarre en fait au moment de l'accouchement. Avant, le tube digestif de l'enfant est complètement stérile. Au moment de l'accouchement, eh bien, cette flore intestinale commence à s'installer et elle va s'installer en fonction de ce que mange l'enfant principalement et aussi de ses contacts humains, etc. Mais principalement avec ce que l'enfant va manger. Et donc, comme le lait maternel est l'aliment unique de l'enfant dans la petite enfance, c'est lui qui apporte tous les bons nutriments pour installer cette flore qui est héritée de la maman, je rappelle, donc c'est très joli. Après, elle va s'enrichir avec les expériences de vie, mais à la naissance, on a 75% de souches en commun avec notre mère. Et même aujourd'hui, si je regardais, on a tous encore une empreinte maternelle en fonction de ce que nous a été transmis par notre mère au moment de la naissance. Et donc, ce lait maternel, il va apporter finalement le repas de ces bonnes bactéries. Et donc, plus on apporte de bons oligosaccharides, plus on favorise le développement d'une flore abondante et résiliente, c'est-à-dire une bonne quantité de bactéries et surtout une belle diversité de bactéries, parce que plus on va avoir une bonne diversité à l'intérieur de la flore intestinale, plus elle va être résiliente, plus elle va pouvoir tenir le coup en cas de traitement antibiotique, en cas de stress, voilà, dans toutes les épreuves de la vie qui vont mettre à mal le microbiote intestinal. C'est important d'avoir un microbiote bien diversifié pour pouvoir faire face aux éléments et pouvoir reconstituer, retrouver un bon stock de bactéries pour bien digérer et bien optimiser notre flore intestinale. Donc, ces nouvelles sur les HMO, particulièrement au-delà des oméga 3 qui, en plus, on le sait, ont un effet très bénéfique sur la flore intestinale de l'enfant, ça vient vraiment renforcer encore plus un des nouveaux bénéfices connus du lait maternel. Merci Céline. Tout à l'heure, tu parlais justement de la grande dimension de la chaîne alimentaire bleu-blanc-cœur. Justement, pour illustrer ce propos, voilà, on a une jolie chaîne alimentaire que Nathalie, peut-être que tu peux commenter et nous dire en fait qu'est-ce qu'on retire de cette étude. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette étude? On retient de cette étude que finalement, déjà c'est vrai que notre alimentation, il faut être tous conscients que la qualité des aliments qu'on achète ou qu'on consomme, c'est déterminant pour notre santé future. Moi, je dirais que côté bleu-blanc-cœur, cette étude-là, elle vient aussi renforcer le fait que
Au-delà du choix du consommateur sur ce qu'il met dans son assiette, il y a un rôle prépondérant de l'agriculteur, de l'éleveur à améliorer la densité nutritionnelle de notre alimentation. Et là, on vient mesurer par cette étude-là que non seulement c'est vrai, mais ça a aussi des impacts jusqu'à de la composition du lait maternel. Donc je dirais que l'agriculteur et l'éleveur, par son choix de mode de production, peut devenir un acteur ma collègue Aude, qui est éleveuse, aime bien que je dise ça, mais un acteur de santé publique, parce que je pense que ses choix d'agriculture, de raisonner l'alimentation de ces animaux, ça a un impact. Et puis, il y a un rôle nourricier à l'agriculture, mais il y a aussi un rôle nutritionnel un peu plus fin qu'il faut qu'on envisage. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que non seulement on améliore la qualité nutritionnelle de notre alimentation, mais on a aussi mesuré des impacts collatéraux positifs sur la performance environnementale. Le menu bleu blanc cœur versus le menu conventionnel, juste en changeant quelques aliments, on l'a vu tout à l'heure, les produits animaux, s'améliorait de presque 5% là, en termes d'impact carbone. Donc on peut améliorer nutrition et environnement dans le même sens. Et tout ça, on l'a fait avec des produits du quotidien. Donc, on n'a pas été enrichir économiquement le coût des menus. C'est des produits qu'on trouve près de chez soi, dans des supermarchés, chez des producteurs fermiers. Et globalement, comme je le disais tout à l'heure, les produits bleu blanc cœur, c'est 5% de surcoût maximum sortie ferme. Donc, à l'échelle d'un consommateur, c'est accessible à tout le monde. Et ça, c'est un enjeu qui nous tient à cœur, c'est que les produits bleu blanc cœur ne coûtent pas beaucoup plus cher, voire très peu cher. Et si on les adopte, non seulement on soutient l'agriculteur qui s'engage dans un process de transformation, et en plus, on ne se fait pas de mal au porte-bonnet, ils sont très largement accessibles. Et donc ça, c'était intéressant aussi de se dire que des enjeux de prévention santé, ça peut se faire assez simplement sans se ruiner. Donc ça, pour moi, c'était important. Et puis, ça remet vraiment en lumière le rôle de l'agriculteur comme acteur du quotidien de notre santé. Et donc, Ophélie, toi, tu as participé activement à l'étude. C'est notamment grâce à toi qu'on peut affirmer et présenter ces résultats. Est-ce que ces résultats t'étonnent? Est-ce que tu t'y attendais? Enfin, quel est ton ressenti par rapport à ça? Déjà, je suis contente des résultats. Après, voilà, j'ai un master en nutrition, donc je suis quand même sensibilisée à tout ça et voilà, le sujet de la nutrition. Donc, j'espérais en tout cas que ce soit ces résultats-là. Et après, pour ouvrir la porte, ce qui pourrait être aussi intéressant en tant que maman et scientifique, ce serait de voir aussi au plus long cours quel est l'impact sur les enfants, notamment qui ont participé par exemple à cette cohorte ou à une autre future étude. Mais voilà, c'est. Et en tout cas, tu nous disais que tes enfants se portent bien, qu'ils sont en pleine forme. Oui, j'ai un garçon, voilà, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, faire écho à ce qui a été dit auparavant. Voilà, je ne me suis pas restreint sur des aliments. Enfin, voilà, j'ai une alimentation variée avec du chou, enfin, voilà, toutes sortes de fruits et légumes. Et aujourd'hui, il en consomme de même et voilà, il en consomme. Merci. Merci Ophélie, merci Nathalie, Céline et Julie pour vos interventions. Voilà, ne partez pas, on va vous présenter des supports pour que vous puissiez repartir avec des outils clés en main pour tout le monde. Sachez qu'il existe un menu. On va vous transmettre tous ces supports par mail à l'issue de ce webinaire. On a créé un menu spécialement adapté pour les femmes enceintes et allaitantes qui reprend les produits bleu blanc cœur notamment. Vous aurez accès également aux recettes sur notre site internet. Sachez qu'il existe de nombreuses recettes avec une petite rubrique spécialement pour les femmes enceintes. Donc, n'hésitez pas à fouiller et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. On a également pour les professionnels de la santé l'infographie que vous avez vue où Nathalie présentait les résultats. Cette infographie, elle vous est disponible. Je dis pour les professionnels de santé, mais tout le monde parce que ça peut intéresser tout le monde. C'est pour aller plus loin. C'est une version, on va dire, imagée de la publication qui va bientôt arriver. Et puis, sachez qu'il existe également un dossier One Health. Tout à l'heure, on parlait de One Health, une seule santé. Céline, tu en parlais. Il existe ce dossier avec toutes les informations et supports ressources par rapport à la périnatalité. Sachez qu'il existe également ce qu'on appelle un espace membre pour les professionnels de la santé qui sont membres de la communauté Bleu Blanc Cœur. Vous avez accès à l'espace membre où vous pouvez consulter en fait tout un tas de ressources. C'est une médiathèque que nous avons en ligne. Et donc, dans cette médiathèque, il existe une catégorie. Vous voyez en rouge, support pédagogique à votre disposition.
Donc, notamment autour du sujet alimentation grossesse, vous y trouverez des guides complets, par exemple sur l'alimentation de votre bébé de 0 à 3 ans, sur l'alimentation de la femme enceinte, mais également des fiches pratiques voilà, distribuées à laisser dans votre salle d'attente, dans vos consultations. Il vous suffit de remplir le bon de commande disponible dans la rubrique, dans le dossier support pédagogique à votre disposition, et on pourra vous les envoyer gratuitement. Sachez qu'il existe bientôt, il n'est pas encore disponible, mais bientôt, il arrivera dans ce dossier le menu de la femme enceinte pour que vous puissiez justement le relayer au cours de vos consultations. Voilà, en tout cas, on va aussi publier un article écrit avec Céline qui va reprendre toutes les idées qu'on a citées, toutes ces interventions-là. Il va être publié demain. Encore une fois, on vous transmettra le lien dans le mail. Sachez qu'il existe déjà dès à présent 2 articles sur l'alimentation et la grossesse. Le premier, c'est sur l'importance des 1000 jours. Et le deuxième, sur l'étude clinique allaitement. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, il a été publié hier. Voilà, donc un grand merci en tout cas à nos intervenantes. Si vous voulez voilà, nous soutenir la démarche Bleu Blanc-Cœur, vous investir à nos côtés, avec grand plaisir, flashez le QR code, rejoignez-nous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer. Vous avez mon mail en bas de l'écran. Et bien sûr, vous aurez accès au replay dans le mail de remerciement également. Voilà, je vous remercie pour votre présence et n'hésitez pas à parler autour de vous de cette étude à à vos collègues, à votre voisine, à votre voisin qui pourraient être intéressés. Et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et merci à tous d'avoir été présents.